Bonjour, bonjour et bienvenue à ce chat vidéo en direct de chez Oversteam. Et pour vous accompagner dans votre dernière ligne droite du marathon de Paris, moi-même, donc Dominique Chevelier, plusieurs fois champion de France de marathon, j'ai un record à 2h11 minutes et 24 secondes. J'ai participé aux Jeux Olympiques. Et pour m'accompagner dans vos interrogations, il y aura Gilles Dorval. Alors, Gilles Dorval, entraîneur course sur stade 3e degré au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Donc aujourd'hui, on a sélectionné avec Dominique un certain nombre de thèmes qui nous semblent importants à 10 jours du marathon. On va voir avec vous tout ce qui est lié à la gestion des 10 derniers jours, notamment au niveau de l'entraînement, la préparation mentale, la nutrition. Ensuite, on évoquera... Ensuite, donc naturellement, on arrive à J-1, donc vous allez stresser, donc la gestion du stress, les derniers préparatifs, la fameuse pasta party et la dernière nuit de sommeil. Et puis évidemment, le jour J, le moment tant attendu. Donc on verra la façon de gérer au mieux le départ, l'avant-départ, et puis évidemment l'épreuve en elle-même. Et on terminera naturellement à l'arrivée, ça y est, votre marathon est fait. Donc la récupération mécanique et aussi la récupération diététique. Alors, on va revenir un peu sur la gestion des 10 derniers jours, et notamment au niveau entraînement. Donc Dominique, toi Les derniers entraînements, voilà. Gères ça comment toi? Alors nous sommes à J-10, avant le marathon de Paris, nous sommes à J-10. En principe, votre fameuse dernière longue sortie, la fameuse longue sortie, c'est un effort de plus de 2 heures en général, entre 2 heures et 2h15, elle est faite à J-15. Donc il n'y a plus de longue sortie à faire, ça c'est quelque chose d'important. Et à J-10, moi personnellement et aux athlètes que j'entraîne, je leur donne la fameuse dernière séance au seuil. Vous savez, le seuil, c'est une allure au train assez rapide, genre 2 fois un quart d'heure, etc. Voilà, à J-10, donc ça peut être, c'était aujourd'hui, ça va être demain, mais c'est vraiment en ce moment. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment on peut considérer que l'entraînement il est terminé. C'est plus le moment de charger en fatigue l'organisme. Au contraire, il faut lui laisser la possibilité de récupérer une partie du moins des efforts qu'il a consentis pendant toute la préparation. Donc, pas de bêtises, on fait un petit travail d'entretien. Tu l'as dit, Gilles, en un mot, les jeux sont faits. Voilà, maintenant, il va falloir gérer ces fameux 10 jours et être fort mentalement. Voilà, les jeux sont faits, à vous d'être sûr de vous, quoi. Ça y est, vous avez tout fait pour, ne cherchez plus à vous rassurer. Vas-y, un petit mot sur cette préparation mentale, Gilles. La préparation mentale, tout simplement, c'est par l'intermédiaire des séances qu'on va faire, c'est valider son allure, c'est être sûr de ce qu'on va faire le jour de la course. C'est tous les petits éléments qui vont rassurer le coureur pour qu'il puisse se présenter dans les meilleures conditions sur la ligne de départ le jour de la course et qu'il soit sûr de ce qu'il va faire, quoi. Et naturellement, à J-10, la nutrition devient encore plus importante que lors de votre préparation. C'est vraiment les détails. Et donc, on va bien aborder ces derniers détails avec à J-3 les recharges hyperglucidiques, le fameux malto, la boisson d'attente avant le marathon. Donc nous allons aborder toutes ces questions de nutrition. Donc ensuite, à J-1, là aussi, il y a quelques petites astuces, quelques pièges à éviter, notamment au niveau de la gestion du stress. Ça fait plusieurs semaines que vous préparez, il y a la tension qui commence à monter, donc des fois il suffit de petits éléments comme ça qui viennent perturber et gâcher votre week-end. Donc la gestion du stress, Dominique, tu peux nous apporter quelques conseils à ce niveau-là? Ouais, moi, à titre personnellement, c'est vrai que c'est la seule épreuve où je stressais un petit peu, c'était au niveau du marathon. En général, les 2 mois avant, on a tout fait pour, on a tellement peur de tout gâcher au dernier moment, donc on a toujours envie de se rassurer, mais on l'a dit tout à l'heure, les jeux sont faits. Donc on ne cherche plus à se tester à l'entraînement. On est sûr de soi, s'il y a des petits problèmes de sommeil. De toute façon, vous allez vous trouver fatigué, vous allez vous trouver ah, j'ai pas le poids de forme. Vous allez trouver plein de petits détails comme ça, mais c'est vraiment superficiel. Vous êtes prêt. Vous vous dites toujours ça. Je suis prêt. J'ai tout fait pour. Ouais. Autre conseil, par exemple, notamment dans le cadre du marathon de Paris, on est obligé de passer par Running Expo pour retirer son dossard. C'est toujours intéressant après déambuler un peu dans les allées pour aller voir les exposants, les nouveaux produits. Enfin voilà, c'est un moment intéressant. Mais
Ne vous attardez pas non plus tout l'après-midi parce que la station debout fatigue, mine de rien. Donc, moi, je connais des coureurs qui, des fois, passent 3-4 heures et puis ils rentrent à l'hôtel, ils sont fatigués. Quoi. Ouais, Donc, là, nous sommes dans les derniers préparatifs. Hein. Voilà, vous êtes un provincial, vous montez sur Paris le vendredi ou le samedi. Naturellement, au Village Expo, hein, on piétine beaucoup, on va voir toutes ces choses, on est attiré par plein de choses, hein, les équipementiers, on va aller faire un petit tour sur le stand Oversteam. Voilà, on va chercher son dossard. Donc tout ça, ça peut être un petit peu de fatigue. On cherche son hôtel. Donc tout ça, on l'a anticipé. On l'anticipe. Voilà, le matin, on a fait ou en arrivant, on se fait un petit footing de 20 minutes justement pour décharger un petit peu cette fatigue. Hein. Ça sera une bonne fatigue d'aller courir peut-être 20 minutes l'avant-veille de la course. Voilà, vous mettez toutes les chances de vos côtés. Et puis les derniers préparatifs, c'est aussi technique. Alors quand je dis technique, c'est ça y est, on a été chercher son dossard, on a les 4 épingles, on a préparé le poncho ou le sac en plastique, le vieux pull pour l'attente de la course. C'est tous ces petits détails que vous anticipez 24 heures avant la course. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis. Le soir, avant de vous coucher, prenez le temps de revérifier votre sac, regardez si vous avez les 4 épingles, des choses qui, le matin, pourraient éventuellement stresser si au dernier moment vous cherchez votre équipement. C'est pas le moment de rajouter du stress à celui qui va précéder la course. La pasta partie aussi, qui est un moment en général apprécié des coureurs. C'est un moment convivial, on est dans la course, ça permet déjà de rentrer dans le marathon. Par contre, c'est plus le moment, je pense que c'est important de le signaler, c'est plus le moment de se préoccuper de la charge glycémique. De se recharger encore, ça y est, vous êtes en train de prendre votre malto depuis 3 jours, on se recharge pas en pâte. La pasta party, c'est un moment convivial et festif, parce que dans la course à pied, le festif est vraiment très très important. On est là pour retrouver tous ces potes, toute cette ambiance de gens qui vont participer à un grand événement. Il y aura de la musique, c'est vraiment un endroit sympa, mais c'est fini le temps où on se chargeait de 2 ou 3 assiettes de pâtes pour là aussi se rassurer, mais ça ne sert à rien du tout, et même à l'inverse, d'avoir des problèmes gastriques. Bah oui, le souci, c'est que si on mange le trop, après la digestion le soir, elle est compliquée. Comme souvent les coureurs, ils ont un peu de stress, ils ont un peu de mal à s'endormir la veille de la course. Il ne faut pas rajouter en plus cet handicap lié à la digestion. Le sommeil, justement, Dominique, toi, qui as sans doute fait lorsque tu faisais des grosses compétitions, des gros événements, tu arrivais facilement à trouver le sommeil? Alors, je peux prendre l'exemple d'un marathon de Pékin où avec le décalage horaire, j'étais parti vraiment très tard et j'avais vraiment fait une nuit, presque une nuit blanche, parce que c'est vraiment dans le mauvais sens, d'aller vers l'est. J'ai couru le marathon de Pékin avec peut-être 2 ou 3 heures de sommeil et j'ai battu mon record à l'époque en 2h12 et 4 secondes. Et j'étais vraiment euphorique. C'est un des rares marathons où j'ai vraiment tout s'est bien passé et j'avais très peu dormi. Donc là aussi, les jeux sont faits. Ce qui compte, c'est l'avant-dernière nuit, la nuit du vendredi, puis les nuits de toute la semaine. Mais si vous dormez mal parce que vous avez changé d'hôtel, changé de literie, c'est pas bien grave. Là aussi, les jeux sont faits. Et avec l'excitation du départ, tout se passera bien. Oui, c'est vrai. La dernière nuit de sommeil, si vous n'avez pas le nombre d'heures habituel, pas de stress, au contraire, tranquille, attendez que votre sommeil arrive et puis couchez-vous à ce moment-là. Ne paniquez pas. Le jour J, voilà, ça fait de longues semaines qu'on s'entraîne. Le moment tant attendu se présente à vous. Ça commence par le petit déjeuner. Ouais, voilà, une question qui revient souvent. Qu'est-ce que je dois prendre au petit déjeuner? Alors, fini à mon époque où on se levait à 4 ou 5 heures du matin pour un marathon vers 9 heures et on remangeait, enfin moi personnellement je le faisais pas trop, où les gens remangeaient des pâtes ou du riz, mangeaient des pâtes à 5 heures du matin, je crois que vous aviez pas trop envie, mais les gens se forçaient. Donc maintenant vous avez ce fameux gâteau sport, vous le connaissez tous, le gâteau sport, que vous prenez entre 1h30 et 2 heures avant l'épreuve. Voilà, ça c'est vraiment le truc très énergétique c'est vraiment l'idéal, auquel vous pouvez associer votre café, si vous ne pouvez pas passer de votre petit expresso. Voilà, au niveau diététique du repas d'avant-course. Et puis, quelle que soit la solution que vous prenez au niveau du petit déjeuner, toujours pareil, c'est des choses que vous avez validées, que vous avez essayées avant vos sorties longues, les week-ends, lors de la préparation. C'est ce que vous faisiez aussi avant vos sorties à allure spécifique marathon. On n'improvise rien, quoi. On reste sur des choses qu'on a fait, qu'on a validées. Et puis notamment par rapport à l'hôtel, le petit déjeuner, en effet, d'avoir une solution qu'on sait pratique, facile à mettre en œuvre.
moi j'encourage quand même les coureurs à aller vers ce type de produit, hein, les gâteaux sport, parce qu'au moins on est à l'abri de toute mauvaise surprise, quoi. Voilà, naturellement, vous arrivez sur le lieu de départ. Hein, le marathon est à 8h30, 8h30 ou 8h45. Là aussi, anticipé, c'est-à-dire vous arrivez bien avant c'est 8h45. Et là, faut repérer les lieux. Repérer où sera le vestiaire, où sera mon sas, comment je vais rentrer dans mon sas. Donc tout ça, c'est bien une heure avant, parce que d'un seul coup, il va y avoir 35 000 à 40 000 personnes avenue Champs-Élysées, l'avenue Foch étant l'arrivée, avenue Champs-Élysées. Donc savoir comment on y va, si on y va en métro, etc. Tout ça, ça s'anticipe. Alors ensuite, vous allez poser vos affaires dans le vestiaire, vous revenez avec votre vieux poncho ou vieux pull pour aller dans votre sas, le sas suivant vos allures. Et tout ça s'anticipe. Et naturellement, il n'y a pas d'échauffement proprement dit, il n'y aura pas de jogging fait avant pour vous échauffer. Vous allez directement dans le sas. Alors là, on est dans le sas peut-être 30 minutes avant, 20-30 minutes avant, voire 40 minutes avant, si vous voulez être vraiment bien placé dans le sas. Et ben, l'échauffement, il se fait sur place. Hein. Vous allez être entassés les uns sur les autres. Ça dégage beaucoup de chaleur d'ailleurs. Et puis quelques étirements, il y aura de la musique, la musique pour vous échauffer. Voilà, là aussi, ne paniquez pas parce que vous n'allez pas vous échauffer comme d'habitude. Oui, et puis l'échauffement, justement, il faut profiter des premiers kilomètres pour entrer tranquillement dans la course. Les intensités d'effort ne sont pas très élevées, donc la descente des Champs-Élysées, c'est idéal pour se mettre en action progressivement. Et puis au bout allez, quand vous serez arrivé au Rivoli, à ce moment-là, la machine sera prête pour fonctionner à plein régime. Alors, juste un mot pour mon échauffement. Moi, pour les athlètes de haut niveau, enfin de haut niveau régional, moi, mon échauffement, c'était 10 minutes de jogging. Et dès que je sentais un petit peu la goutte de sueur entre les omoplates dans le dos, c'est-à-dire que mon corps était monté en température, j'arrêtais vraiment. De 10 minutes, c'était 2 km de jogging. Quelques étirements, enfin, pour se dérouiller un petit peu parce que c'est le matin. Et voilà, et ensuite je mettais ma tenue et j'allais sur la ligne de départ. Donc en effet, comme tu disais tout à l'heure, Gilles, ce sont les premiers kilomètres qui servent un petit peu d'échauffement, mais avec le stress, vous montez vite en température. Oui, et puis en plus, le fait d'utiliser les premiers kilomètres pour s'échauffer, ça permet aussi d'éviter de partir en sur-régime, parce que sur marathon, et puis là on aborde le problème de la gestion des allures, souvent les coureurs gagnés par l'euphorie du départ, ont tendance à se laisser aller, pas maîtriser, pas surveiller. Or, sur marathon, c'est important d'être pile poil dans son allure dès les premiers mètres. Et justement, le fait d'utiliser les premiers kilomètres pour se mettre dans l'allure, ça évite toute forme de sur-régime. Et puis, de commencer à gaspiller ses réserves énergétiques qui seront hyper utiles à partir du 30e kilomètre. Et c'est pour cela qu'il y a les fameux meneurs d'allure qui sont aussi équipés par Oversteam. Ils auront aussi leurs produits sur eux, leur gel. Donc ces fameux meneurs d'allure, il y en a 4 par quart d'heure à partir de 3 heures. Et tous les quarts d'heure, il y aura 4 meneurs d'allure qui sont un petit peu répartis. Par exemple, en 3 heures, ce sont les ballons rouges. Ils auront une couleur rouge. En 3h15, les ballons jaunes, etc. Si vous devez courir en 3h45, c'est violet. 4 heures, c'est les verts. Donc vous suivez ces coureurs. C'est des coureurs du club de freerun. Ce sont des athlètes de bon niveau. Eux, ils sont habitués. Et là, il y aura une régularité d'allure, une ambiance à l'intérieur du peloton. Ils savent créer une ambiance, surtout dans la première moitié de course, et d'être le plus régulier possible. Donc, comme une voiture à un feu rouge, essayez de démarrer le plus gentiment possible pour toujours garder votre carburant, votre carburant de glucides, les moindres à coups, et tout de suite vous attaquez dans vos réserves. Et pour revenir au meneur d'allure, alors c'est sûr que tout le monde n'aura pas des objectifs à 3h, 3h15, mais d'avoir le drapeau au loin, c'est toujours intéressant, c'est un repère. C'est un repère. Donc, alors ça va, là on parle de 3 heures, mais il y a aussi des meneurs d'allure en 4h30. Après, j'appelle ça des accompagnateurs. Il y a des gens qui vont accompagner les coureurs en 5 heures, essayer de les regrouper entre eux, et voir 5h30. Vous voyez, donc 5h30, ce sont vraiment des débutants, des gens qui veulent terminer le premier marathon. Et bien, les meneurs d'allure vont fédérer ces gens pour les faire arriver en 5h30 à plusieurs, plutôt que de galérer tout seul dans les rues de Paris. D'accord. Après, au niveau de la gestion de l'allure, le marathon, moi je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, mais pour moi, il faut l'aborder de la manière suivante, c'est-à-dire les 30 premiers kilomètres, c'est la chasse au gaspillage, c'est d'essayer d'arriver le plus frais possible, si on peut encore arriver frais à l'entame des 10 derniers kilomètres, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver dans le meilleur état possible au moment où la bataille commence vraiment, c'est-à-dire à partir du 32e, quoi. Oui, moi aussi j'avais cette formule 32 plus 10. Lorsque j'étais au 32e kilomètre, je faisais un peu mon état des lieux. Je me disais, bon, maintenant je pars pour un 10 bornes, sauf que j'avais fait 32 km dans les jambes.
Et si vous êtes déjà cuit au 32e kilomètre, c'est vrai que ça risque, le fameux mur de marathon, vous risquez de vous le prendre de pleine face. Donc, un marathon se court de manière générale le plus régulièrement possible, hein, tous les 5000 mètres ou tous les kilomètres naturellement. Le fameux negative split dont on parle parfois dans les revues, c'est-à-dire faire la deuxième moitié plus rapide que la première, c'est bien, c'est sûr, ça serait dans l'idéal, mais déjà essayer d'être le plus régulier possible et même tenir à la fin, parce que naturellement, sachez que les derniers kilomètres sont un petit peu durs physiquement. Donc la régularité d'allure, donc à vous de bien vous connaître et surtout attention à l'euphorie du départ qui vous emmènerait un petit peu dans des allures qui ne seront pas les vôtres. Oui, et puis tu parles de l'euphorie du départ, il y a aussi l'euphorie à un moment donné, quand on arrive au 25e, 30e kilomètre, quand on voit que ça commence à... On est bien, les sensations sont bonnes, on a tendance à se dire, ah bon, c'est bon, là j'ai assuré l'essentiel, je peux lâcher un peu. Non, attention, quand vous avez souvent en course, quand on commence à avoir un petit sentiment d'euphorie, il faut être hyper prudent parce que ça peut être le début de la fin, quoi. Donc voilà, il faut rester sur la réserve et puis surtout l'économie pour... Le marathon, c'est plein d'états d'âme, En effet, attention de savoir gérer et la défaite, j'allais dire, les difficultés, mais gérer aussi l'euphorie. Hein, attention, lorsqu'on est euphorique, ça dure jamais longtemps. Donc c'est une alternance de haut et de bas le marathon, donc attention à l'euphorie. Moi aussi, hein, je divise le marathon en 3 parties. Le premier tiers, hein, 14 km, où on se dit, bah dis donc, si je veux, je peux aller plus vite, mais on ne le fait pas, donc ça veut dire qu'on a une petite réserve. Le deuxième tiers, du 14 au 28, on se dit, bah dis donc, heureusement que tout à l'heure, j'ai pas accéléré, parce que là, déjà, je suis déjà content de garder le même rythme. Et naturellement, du 28 au 42, le troisième tiers, eh bien, c'est de se battre moralement pour tenir le rythme, alors qu'au début, on se disait, ah bah non, si je veux, je peux aller plus vite. Donc, pensez à ça, avoir toujours une petite marge de réserve. Je peux aller plus vite, mais je ne le fais pas. Ensuite, concernant les ravitaillements, bien sûr, pour que vous puissiez rallier l'arrivée dans les meilleures conditions, bah, à un moment donné, il va falloir apporter de l'énergie à votre organisme. Ça permet d'entretenir les stocks de glycogène intramusculaires, ou du moins de limiter leur baisse trop soudaine. Et donc là, pareil, dès les premiers ravitaillements, il faut surtout ne pas hésiter à prendre quelques instants pour se ravitailler et surtout pas zapper les premiers ravitaillements. Donc au niveau du ravitaillement, là aussi, c'est des choses que vous avez validées en entraînement, lors des sorties longues, vous avez testé les produits que vous allez prendre. Donc en l'occurrence, Oversteam propose le pack marathon qui est complet et qui donne tous les produits nécessaires pour aborder l'événement dans les bonnes conditions. Donc ces produits sont aussi à tester lors de la préparation. Donc l'idée, moi c'est comme ça que je procède, c'est le conseil que je donne. La personne qui veut prendre un gel, quelques mètres avant la zone de ravitaillement, par exemple à 200, 300 mètres, prend son gel, ouvre son gel, absorbe son gel, et puis après il peut utiliser de l'eau pour se rincer la bouche, parce qu'il y a toujours un petit peu de sucre qui reste dans la naturellement, bouche. on prend son gel toujours en amont d'un ravitaillement, hein, donc vous allez boire de l'eau derrière. Alors maintenant, est-ce que vous prenez carrément votre ceinture, votre camelback, non peut-être pas, mais votre ceinture avec votre propre boisson et vos gels sur vous? Ça, vous l'avez testé à votre fameuse dernière longue sortie. Donc, en effet, vous pouvez partir vous-même avec votre gourde et ne pas être embêté à chaque ravitaillement où ça peut bouchonner, des risques de chute. Voilà, mais dès le 5e, 10e kilomètre, enfin, toujours le même slogan. Boire avant d'avoir soif. Hein. Si vous avez soif, c'est que justement, ça peut être le début de la fin. Voilà. Et puis là-dedans aussi, je tenais à préciser, en allant sur les forums, sur les sites, sur les blogs, on voit pas mal on voit de temps en temps des coureurs qui disent qu'ils ils font tout à l'eau claire, tout ça, que ça marche, que ça fonctionne. Je reste très sceptique et je veux surtout pas que ce genre de discours devienne une habitude, parce que dans les faits et puis dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment apporter du carburant à votre organisme pour pouvoir... c'est quand même un véhicule, hein. Si vous ne mettez plus d'essence dedans, à un moment donné, il tombe en panne sèche. Et là, c'est quand même essentiel. C'est bien évident que les Africains de l'Est qui vont gagner le marathon de Paris, hein, les Éthiopiens, les Kenyans, vont courir environ en 2h06 ou 2h07 minutes. C'est pas du tout le même sport que vous qui allez courir environ plus de 4 heures. C'est-à-dire, il y a bien un moment où vous êtes obligé de passer à la station-service, remettre de l'essence. Alors peut-être que les coureurs africains ont besoin juste de 3 gorgées d'eau pour courir à plus de 20 km/h, mais c'est pas du tout le même sport. Vous êtes obligé de vous recharger, donc vous avez vos gels, la boisson, etc. Vous, c'est obligatoire, hein. Vous n'allez pas pouvoir courir environ 4 heures sans rien faire. Votre organisme ne pourra pas, et ça sera la panne d'essence à partir du 25e kilomètre.
Donc ensuite, au niveau au niveau de la récupération après votre marathon, donc là aussi quelques petits conseils parce que de la qualité de cette récupération va dépendre vos futures performances dans 2, 3, 4 mois. Donc la première chose, à l'issue du marathon, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est pendant 10 jours, vous mettez les chaussures dans le placard, vous oubliez un peu la course à pied, vous pensez à votre vie, à la vie familiale, à vos proches, à vos amis, vous faites des bons repas, vous êtes un peu serré la ceinture pendant quelques temps. Donc voilà, il faut vivre quoi. Voilà, profiter. Ouais, parce que c'est un investissement sur les 2 à 3 mois précédents. Donc avec ça, vous faites des sacrifices pour vous-même et pour votre entourage, hein, professionnel, familial, etc. Et vous pouvez saouler un petit peu tout le monde avec votre marathon. Voilà, votre marathon est fait. Alors vous avez une dizaine de jours. Vous oubliez la course à pied. Même moi, au niveau, je le faisais autrefois. Et là, vous faites tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire durant ces 2 mois. Donc tu feras la vaisselle chez toi, Gilles. Tu peux repeindre les volets, etc. Donc, oubliez un petit peu la course à pied. Donc, sinon, à l'arrivée du marathon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on marche, hein, naturellement. On marche un petit peu. On vous propose des massages. Bon, allez, pourquoi pas aller vous faire masser. Mais là, il risque d'avoir une queue d'attente aussi pour vous faire masser. Et attention de ne pas trop agresser des fibres musculaires qui sont déjà abîmées par l'effort. Ouais. Donc, laissez un petit peu récupérer. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller carrément à votre hôtel, si vous avez encore votre chambre, et un bon bain, et là vous allez bien vous étaler dans l'eau chaude et ne plus bouger, voire vous endormir. Voilà, donc la boisson de récupération, ouais, voilà. les boissons bicarbonées et les boissons de récupération Oversteam d'ailleurs, pour bien vous régénérer également aussi. Et donc oui, la boisson, et puis après au niveau il y a des produits donc qui permettent d'avoir un apport protéique pour récupérer au niveau musculaire. Alors ça, vous attendez le lendemain ou le surlendemain pour pouvoir commencer à faciliter la récupération et puis la réparation de vos fibres musculaires. Alors, sur le point, je vais te couper, mais sur le point diététique, moi j'ai fait l'expérience, par exemple, qui suit quand même assez sec. Sur un marathon, vous pouvez perdre 3, 4 à 5 kilos, c'est de l'eau. Hein. Moi, je me suis pesé au départ du marathon de Paris, c'était en 96 sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée, alors que j'étais un coureur de haut niveau, un coureur sec. Hein. Donc, j'avais terminé le marathon, il faisait un petit peu chaud en 2h16 et j'avais perdu 4,5 kg, sachant qu'à chaque ravitaillement, j'avais bu peut-être, à peu près en poids 500 grammes. Donc, j'avais perdu à peu près 5 kilos d'eau. Ah ouais, donc, vous voyez, vous aussi, vous allez perdre beaucoup. Hein. Donc, aussitôt le soir même, vous allez en récupérer 2 ou 3, le lundi, le mardi encore un, et puis 1 kilo comme ça vous allez récupérer durant la semaine. Donc vous voyez un petit peu quand même, ça attaque un petit peu l'organisme de faire du marathon. Alors, donc normalement il était prévu que vous puissiez nous poser des questions, mais apparemment on a un petit souci technique. Donc on va essayer de continuer à vous donner quelques conseils. Hein. Pose-moi des questions, Gilles, ou alors je vais t'en poser. Voilà. Tiens, la première. Le matin du marathon, le petit déjeuner, tu le prendrais vers quelle heure toi si tu devais donner le déroulé de ton organisation pour le marathon de Paris. Alors voilà, le marathon de Paris, dans une semaine. Le marathon de Paris est à 8h45. Je mets le réveil à sonner à 3 heures avant. En gros, allez, 5h30, 5h45, le temps de me lever, de m'habiller. Je prépare tout, je refais ma checklist là. Je suis à l'hôtel, donc je vais descendre. Je me réveille 2h30 avant. 2h à 6h30, 6h45, je prends mon petit déjeuner, donc je prends mon gâteau sport. Et puis suivant ses habitudes, hein, moi j'aimerais prendre mon petit café, je prends mon petit café. Voilà, je retourne à la chambre, je m'habille et je pars direction ligne de départ 1h30 avant. Hein. On anticipe tout, vous voyez. À chaque fois, se laisser une marge. J'arrive sur le site 1h15 avant et comme je disais tout à l'heure, je repère un petit peu où est-ce que je vais mettre mon sac, dans quel sas je vais aller, est-ce que c'est facile d'y aller, etc. Et ça y est, je suis dans la course. Ok. Au niveau de tout ce qui est gestion de ton effort, donc tu nous as un peu expliqué tout à l'heure comment tu le faisais toi. À l'époque, il n'y avait pas de cardio-fréquence mètre. Tu faisais comment parce que là maintenant, il y a. Moi, je sais, c'est un élément que j'aime bien utiliser aussi. Alors, tu es entraîneur, voilà. Ouais. À quelle fréquence cardiaque on fait un marathon par rapport à sa fréquence cardiaque maximale? Je cours le marathon à
On sait que, globalement, on sait que la fréquence cardiaque le pourcentage de fréquence cardiaque sur un marathon se situe, on va dire, aux alentours de 80-85% de la fréquence cardiaque à l'arrivée. Mais bien sûr, il ne faut pas chercher à atteindre ces niveaux de fréquence cardiaque dès le début. Il faut laisser les choses monter progressivement, tranquillement. Déjà avec le stress, tu as déjà Voilà. quelques fréquences cardiaques supplémentaires à Bah, la normale. Chez des coureurs, en effet, comme tu dis, on remarque une fréquence cardiaque assez élevée au départ, qui tend à diminuer paradoxalement pendant les premiers kilomètres, le temps que le coureur retrouve du calme et puis rentre dans sa course. Et puis après, il faut essayer de rester, c'est comme le moteur d'une voiture, plus il ronronne, moins il est dans les tours, et moins il est gourmand en énergie, quoi. Donc l'idée, c'est essayer de garder le niveau cardiaque le plus bas possible, tout en restant bien sûr à l'allure qu'on vise le jour de la course. Si on vise, je sais pas moi, une moyenne de 5 minutes au kilo, tous les kilomètres qui seront faits à cette allure-là avec la fréquence cardiaque la plus basse possible, c'est du bonheur. C'est du bonus pour les 10 derniers kilomètres au moment où on va attaquer vraiment la partie. Là, on a parlé en fréquence cardiaque. Voilà. Mais maintenant, dans les revues, partout, on parle de cette fameuse VMA. Ouais. Donc, à quel pourcentage je cours de ma VMA? Mais d'abord, avant de parler de ça, allez, un petit rappel, c'est quoi la VMA? Vitesse maximale aérobie. En fait, la vitesse maximale aérobie, c'est ce qui, entre guillemets, nous donne une indication assez précise sur le potentiel du coureur. C'est-à-dire que plus la VMA du coureur est élevée, plus son potentiel est supposé être... Alors, on parlait de voiture tout à l'heure, c'est sa cylindrée. C'est sa cylindrée, voilà. Mais après, il y a une différence. On peut avoir un potentiel très élevé, mais pas être capable de l'utiliser de manière efficace. Et à l'inverse, on peut avoir des coureurs qui ont un potentiel peut-être un peu moins élevé, mais qui savent super bien l'utiliser et qui peuvent être plus performant que celui qui a un potentiel plus élevé que lui au départ. Alors, pour quelqu'un qui connaîtrait sa VMA, il court le marathon. À quel pourcentage de sa VMA? Il y a une petite différence avec la fréquence cardiaque. Oui, il n'y a pas de correspondance entre la fréquence cardiaque et les pourcentages de fréquence cardiaque et les pourcentages de VMA. Ce serait très compliqué de vouloir faire un parallèle entre les deux. Après, le pourcentage de VMA qu'un coureur peut tenir sur un marathon, ça dépend du temps d'effort. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu as des coureurs, des coureurs de haut niveau qui vont le faire en 2h05. Et puis après, il y a une personne qui va le faire en 4 heures. On ne peut pas demander le même pourcentage de VMA. Plus l'effort va durer plus l'effort va durer, et plus le pourcentage de VMA qu'on va pouvoir solliciter ou maintenir, du moins, va baisser aussi, quoi. Donc, on peut considérer des coureurs de très haut niveau s'ils tiennent déjà 85% de leur VMA sur un marathon. C'est déjà du très plus. Ouais, possible. Après, ça peut se jouer à 2-3%. Mais disons, les meilleurs mondiaux ont une VMA à 22,5, 23. Moi, j'avais 22,5 à l'époque. Ils font un marathon à 20,5. Donc, on enlève 10%. C'est ça. Ça frôle le 90% pour les athlètes de haut niveau. Donc, vous voyez, vous avez une VMA à aller à 20 à l'heure, par exemple. Un athlète de haut niveau va tenir le plus longtemps possible à 87-90%, mais pendant 2 heures. Voilà, naturellement, si vous faites 4 heures, vous n'allez pas courir à 90% pendant 4 heures. Nous, on pouvait se le permettre parce qu'on ne courait que 2 heures, un petit peu plus de 2 heures. Oui, et puis bon, sur une grande partie les gens qui seront en 3h30, 4 heures, souvent on est aux alentours de 70-75% de sa VMA. C'est déjà des pourcentages qui ne sont pas négligeables et qui sont déjà corrects à tenir sur un marathon, enfin sur un effort de cette durée-là, quoi. Donc après, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui fonctionnent vraiment en raisonnant qu'à la VMA, d'autres qui vont fonctionner à la fréquence cardiaque. Moi, je pense qu'il faut utiliser les deux indicateurs sont intéressants. Et puis surtout, le principal repère qu'il faut avoir sur un marathon, et puis même sur semi-marathon, on a la même chose, c'est le seul critère qui vaille, c'est les records que vous avez fait sur les épreuves précédentes. Parce que c'est ça qui va vraiment vous donner une indication de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez envisager de faire le jour de la course. Un coureur qui a fait 3h30, admettons, sur un marathon, s'il a fini avec difficulté, il ne va pas tout de suite viser 3h15, quoi. Ça serait irréalisable, quoi. Et à l'inverse, s'il a fait un semi-marathon en 1h45, on ne multiplie pas par 2 pour faire 3h30. Donc le fameux semi-marathon qui a lieu 3 semaines avant, alors là aussi il y a plein de formules, hein. Certains entraîneurs disent vous le courez à vitesse marathon et vous accélérez à la fin. Moi je pars du principe à S-3, S-4 que c'est un test, voilà, pour connaître votre forme actuelle de faire un semi-marathon. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas eu un bon résultat, vous avez encore le temps de vous reposer, ou alors vous avez fait une belle performance, ça vous donne une idée de ce que vous pourrez faire sur le marathon. Et moi souvent j'ai un indicateur, on évoquait tout à l'heure
les dernières séances de travail à allure spécifique marathon à 10 jours de la course. Souvent, moi, je demande à mes athlètes de faire, enfin, c'est même pas dans les 10 derniers jours, c'est 15 jours avant, une séance où ils vont faire 2 fois une demi-heure à l'allure marathon, et surtout de vérifier à ce moment-là si la fréquence cardiaque ne bouge pas. C'est-à-dire que si tenir l'allure du marathon nécessite de monter dans les tours et qu'il n'y a pas une stabilité, tu vois, dans la fréquence cardiaque, c'est qu'en général, peut-être, il peut être, soit il y a de la fatigue inhérente à la préparation, soit peut-être que l'objectif est légèrement un peu trop élevé par rapport à leur potentiel. Et rarement, en procédant comme ça, rarement on a trouvé des mauvaises surprises après le jour de la course. Alors voilà, puisqu'on est dans la VMA, le semi-marathon, justement, il y a Webmaster 78 qui nous pose la question que faire pour une séance au seuil? Alors pareil, tout à l'heure on a parlé du mot VMA, le mot seuil, c'est vrai que c'est seuil de quoi? Donc le seuil, alors moi je pars pareil un petit peu empirique, mais je suis pas loin de la vérité. C'est l'allure moyenne entre votre record sur 10 km, votre record sur semi-marathon. Eh bien, c'est juste la moyenne entre les deux. Je dis n'importe quoi. Vous courez en 4 minutes à 4 minutes au kilomètre à 10 000 mètres, à 4 minutes au kilo. Un semi-marathon à 4,20. Eh bien, votre seuil, ça sera à peu près la moitié, 4,10. Voilà, ça peut vous donner. Et le seuil, eh bien, à vous de le développer en 3 fois 10 minutes, 3 fois 15 minutes, à des allures un petit peu plus vite que votre allure de semi-marathon. Alors, bah c'est bon, bonne nouvelle, on a retrouvé nos questions, Dominique, on va pouvoir enfin répondre à nos coureurs. Choisis une question, Gilles. Ah bah, il y a Clem qui dit qu'il a déjà envie de partir, il va falloir attendre encore quelques jours. Alors, on donne aux gens envie de courir, bien, allez-y. C'est bien. Quel est le petit déjeuner idéal? Seulement le gâteau sport. Alors le gâteau sport, c'est une solution qui me semble hyper pratique pour plusieurs choses, qui a fait ses preuves. Il y a une bonne tolérance au niveau alimentaire, un bon apport énergétique. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'on peut le préparer chez soi, on peut le transporter sur le lieu de la compétition, et puis on est toujours à l'abri de la composition du buffet qui va avoir l'hôtel. Si vous avez l'habitude de manger une composition de petit déjeuner bien précise et que vous arrivez à l'hôtel le jour de la course, bah mince, il n'y a pas mes crêpes, il n'y a pas mes gâteaux, il n'y a pas mon pain. Enfin voilà, donc on peut. Voilà, au moins on se met à l'abri Et naturellement, attention aux tentations des hôtels, hein, c'est fini. Le bacon annexe, etc., le petit déjeuner à l'anglaise, vous laissez tomber tout ça. Votre gâteau sport, votre café si vous voulez, mais je pense que vous avez dû essayer tout ça avant. Donc on ne change pas trop ses habitudes, on n'essaie pas des choses proposées par le buffet de l'hôtel en effet. Voilà. Je suis désolé Clem, j'avais pris pour un garçon et finalement c'est une femme, donc voilà. Comment tu sais que c'est une femme, Clem? Je sais lire, Dominique. Ah, Clem, c'est une femme, excusez-moi. Oh, c'est Clémentine, Clémence. Voilà. Alors ainsi, peut-on faire... Alors tiens, on revient au gâteau sport. Quelle quantité de gâteau sport manger le matin? Alors naturellement, lorsque vous faites votre gâteau sport, je pense pas que vous allez manger tout le gâteau sport. Donc vous allez prendre, suivant votre faim, un quart ou à peine la moitié de votre gâteau sport que vous pouvez congeler pour la deuxième moitié. Donc Fred qui nous demande le café, augmentation de la fréquence cardiaque, est-ce bien? Ce qu'on disait tout à l'heure, le but du jeu justement c'est que la fréquence cardiaque c'est la moins élevée possible, quoi. Mais là j'ai presque envie de dire à Fred, c'est que ça c'est des choses qu'il a validées dans sa préparation. Il le sait s'il supporte bien le café, si prendre une tasse de café avant d'aller faire sa sortie avait des incidences sur son rendement. Donc là encore une fois, on ne fait que reproduire ce qu'on a préparé ce qu'on a validé pendant la préparation et on change rien, quoi. C'est sûr, si d'un seul coup tu prends 5 expressos dans une conduite un peu pas dopante, mais bon, parce qu'on va croire que ça va nous exciter, non, à la rigueur. Le café augmente l'envie d'uriner, hein, c'est plutôt l'inverse. Hein. Alors, peut-on faire son premier marathon sans gel, enfin sans apport apparemment, en se contentant uniquement des ravitaux? Alors, c'est vrai que les organisateurs, notamment sur les grands marathons comme Paris, mettent à disposition du sucre, des carrés de jus d'orange, de l'eau évidemment. Donc on pourrait, dans l'absolu, gérer avec ça, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que là, pareil, anticiper, savoir qu'est-ce qu'on va avoir le jour de la course, qu'est-ce que l'organisateur va mettre à votre disposition, comment vous allez le tolérer,
autant Oui, c'est sûr, tout est possible. On peut faire un marathon avec de l'eau, mais puisque il y a Oversteam par exemple qui vous propose un pack où tout, c'est un plus, on vous propose du plus, un confort de course, pardon, cherchez le mot, un confort de course supplémentaire. Eh bien, autant le saisir et mettre toutes les chances de votre côté, en effet. Alors, on revient un petit peu. Que pensez-vous du régime dissocié scandinave avant la dernière semaine du marathon? Ça, c'était à mon époque, hein, c'est-à-dire le lundi, mardi, mercredi avant le marathon. On se privait de glucides, on mangeait que des protéines. Alors, du genre, le matin, c'était un œuf avec du jambon, etc. Pas de pain, rien du tout pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, c'est-à-dire le mercredi soir, vous aviez plus de réserve. En plus, vous faisiez une séance d'entraînement assez intensive, donc vous étiez sec de sec. Et ensuite, le jeudi, vendredi, samedi, vous faisiez un régime hyper glucidique. Alors, c'est là qu'on mangeait nos pâtes, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est quand même un petit peu perdu. Maintenant, on revient juste à la dernière étape, le régime hyper glucidique avec le fameux malto. Et c'est fini de se gaver de pâtes pendant 3 jours. Oui, puis le régime dissocié scandinave impliquait aussi une dernière grosse séance au milieu de la semaine. Et souvent, il y avait des marathoniens qui s'en remettaient pas et qui étaient à plat et ils ne retrouvaient pas le niveau de forme le jour J, quoi. Donc, il y a eu des échecs. Ça n'a pas toujours été une réussite. Et on revient aussi, regarde, intérêt de la boisson d'attente. Ça, c'est valable surtout au marathon de New York, mais au marathon de Paris aussi. Il fait froid. Voilà, vous arrivez 1h30, 2 heures avant. Le marathon de New York, c'est presque 3 heures d'attente avant le marathon. Vous avez froid, vous avez une couverture, et lorsqu'il fait froid, bah, tu brûles des calories, tu consommes. Et moi, je me suis même fait avoir un petit peu avec ça il y a très peu de temps. J'avais fait avec mes enfants, j'avais attendu sur la ligne de départ. Et j'avais déjà attaqué mes réserves avant même de faire. Donc, vous avez une boisson d'attente justement qui va compenser ces pertes et vous allez rester toujours au même niveau du stock d'essence, si je puis dire. Donc, intérêt de la boisson d'attente, d'autant plus s'il fait froid avant le marathon. Javril qui nous demande est-ce qu'une interruption dans la préparation liée à une légère blessure peut remettre en cause sa participation? Tout dépend aussi le temps où il a été arrêté et puis à quel moment ça s'est produit. Si ça se produit en pleine période de préparation où les volumes d'entraînement sont les plus importants, les plus conséquents, bon, ça peut être handicapant. Après, pour quelqu'un qui s'est blessé mais qui avait quand même réussi à faire une partie de la préparation, il peut peut-être laisser tomber l'objectif performance et puis le faire pour le plaisir et puis participer. Ça peut être sympa aussi, quoi. C'est pas à un moment donné. Si l'handicap est trop élevé, il faut essayer de voir le côté convivial et sympa, quoi. Et à l'inverse, les gens veulent tellement se rassurer que d'être blessé sur une petite blessure, hein, sur 5-6 jours sans courir, ça peut le faire que du bien. Et au contraire, ils auront plein de fraîcheur physique. Donc ouais, ça dépend de la gravité de la blessure. Mais si vous avez loupé les 3-4 dernières séances d'entraînement, c'est pas bien grave, ça peut marcher aussi. Et peut-être que vous serez même très frais et agréablement surpris au 30e kilomètre de dire, bah dis donc, ma dernière longue sortie, ma dernière séance au seuil, j'ai pas pu la faire et en fin de compte je suis bien quand même. Donc le plan d'entraînement c'est une chose et la réalité des choses ça peut être différent. Allez, choisis-moi une belle question. Alors faut-il alors attends faut-il une préparation avant de commencer un entraînement de marathon? Là pareil chez le coureur qui s'entraîne régulièrement toute l'année, il va travailler différents secteurs qui vont lui être utiles pendant le marathon. Donc après, ce n'est pas la peine non plus de refaire des préparations entières. Si vous faites de la VMA régulièrement, si vous faites plein d'autres types d'entraînements, tous les entraînements classiques, le travail au seuil, les séances d'endurance fondamentale, les sorties longues, il suffira à 6 semaines de votre marathon, à ce moment-là, de passer sur un travail plus spécifique à l'épreuve. Et puis, vous pourrez vous appuyer sur ce que vous faites quotidiennement. Il ne faut pas oublier que ces 2 à 3 mois d'entraînement vont vous servir. Imaginez pour une chose, ça n'a pas trop marché au marathon de Paris, vous êtes un petit peu déçu, vous inquiétez pas, tout le travail que vous avez fait va servir, ça se trouve, va vous servir pour après. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, vous allez faire des super performances sur une autre course. Le travail paie toujours un jour ou l'autre. D'ailleurs, c'est la question que faire après. J'ai vu une autre question là. Après un premier marathon, que peut-on prévoir pour la suite de l'objectif s'il a été atteint, trail, marathon? En effet, souvent les gens font un marathon et grâce à l'entraînement du marathon, ils vont faire un trail 1 mois plus tard. Donc voilà, vous avez travaillé spécifiquement de la qualité pour faire de votre marathon. Ben maintenant, profitez de cet entraînement pour enchaîner quelques courses derrière avec des entraînements moindres. Ouais. Et puis, comme tu dis, bon, là on aborde un peu l'après-marathon, comme on a pu voir tout à l'heure.
c'est que toujours pareil, hein, de ne jamais perdre de vue que les 10 jours qui suivent, donc on fait une pause, hein, on laisse de côté les chaussures. Après, pendant peut-être une bonne semaine, on peut faire une activité annexe, style du vélo, la natation, voilà, des choses peu traumatisantes au niveau des muscles des jambes. Et puis, si au bout de 15 jours, vous voyez que tout va bien, à ce moment-là, on peut commencer à rechausser les baskets. Et après 10 jours, 15 jours de remise en route par du footing, par des choses légères, s'il n'y a pas de fatigue, tout ça, à ce moment-là, on peut embrayer sur une nouvelle préparation. On a répondu à Jarvie qui était un petit peu blessé. Ça le rassure de lui avoir dit bah, t'inquiète pas, t'as été blessé, t'as loupé quelques séances, il est rassuré. Et Clémentine qui dit ah bah aussi j'ai mal partout depuis quelques jours, c'est le stress. Et en effet, quelques jours avant le marathon, un coureur à pied avant sur une ligne de départ, il a mal partout. Hein. Il se plaint et j'ai pas pu m'entraîner, j'ai mal ci et j'ai mal dormi, etc. Mais ça fait partie du stress. Et en effet, vous avez l'impression d'avoir mal partout avant un marathon. Et dès que le coup de pistolet est donné, vous volez comme des avions. Donc Clémentine, tu vas nous faire un beau marathon. Matt qui nous demande combien de gel faut-il prendre durant le marathon. Bah, là, vous avez la solution, il faut pas trop vous compliquer la vie. Vous avez, par intermédiaire du pack marathon, vous avez tout un protocole. Tout ce qu'il faut, il y a le protocole, il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Et puis, voilà, vous laissez guider par ça, c'est bien fait. Donc, ne surtout pas se compliquer les choses. Vous avez des solutions, utilisez-les. Alors, il y a Vincent qui me dit j'ai peur d'avoir mal aux jambes au 25e kilomètre. Ben oui, tu auras mal aux jambes au 25e kilomètre, Vincent. Tu fais un marathon, Vincent, que je te dise. Comment faire si jamais j'ai mal aux jambes rapidement? Je pars pour 3h45. Non, si tu t'es bien entraîné, tu devrais pas avoir trop mal aux jambes. Mais c'est dur un marathon, justement. Le charme du marathon, c'est de savoir comment son corps va réagir au bout de 30 km. Que vous couriez en 2h10 ou en 5h, vous ne savez pas comment ça va réagir. Et je crois que c'est ça qui fait le charme du marathon. Ça serait comme le 10 km, vous savez, vous allez terminer 10 km, ça fait partie de ce charme. Alors peut-être tu auras un petit peu mal aux jambes, mais prévois d'avoir un petit peu mal aux jambes, Vincent. Et puis il aura pas mal qu'au 25e. Je pense qu'un peu plus loin aussi, il aura mal. Mais comme tu dis, Dominique, voilà, ça fait partie du charme du marathon. C'est ce qui fait que c'est une distance mythique aussi. Et que même les adeptes les plus aguerris, de haut niveau, et ben, quand ils se présentent sur la ligne de départ, c'est pas comme quand ils se présentent sur un semi-marathon, il y a toujours l'appréhension et ils vont aussi à l'aventure, il faut pas se faire d'illusions. Eux aussi, le marathon, c'est une source un peu de stress et puis voilà, là, d'incertitude. On revient sur Nicolas qui a fait un marathon en 3h14. Quel temps dois-je viser au marathon d'Annecy en avril, sachant que l'objectif serait 3h à Berlin cette année? Donc 3h14, il aimerait battre son record d'un quart d'heure. Je trouve ça beaucoup. Hein. Alors ça dépend de ses années de pratique, hein, si vraiment il débutait puis il a commencé à 3. Mais pour moi, c'est presque impossible de battre son record de 14 minutes. Ça fait 1 km/h. Ça fait 1 km/h, c'est beaucoup. Donc fais attention à toi de viser trop haut. Naturellement, la barrière des 3 heures, c'est tellement symbolique pour Nicolas, mais Annecy, c'est un bon marathon. Donc ce jour-là, c'était bien ce que tu as fait. Moi, j'ai presque envie de dire à Nicolas, c'est que suivant les sensations qu'il a eues sur les 3h14, s'il a passé un bon moment, si c'était un moment de plaisir, s'il peut déjà retrouver ça sur son prochain marathon, ça sera déjà un premier objectif. Toujours être capable de confirmer la performance qu'on a été capable de faire. Maintenant, si à l'entraînement, sur ses allures de 3,14, il est vraiment très bas en fréquence cardiaque, il peut envisager en effet un tout petit peu mieux, mais aller par étapes, quoi. Déjà, gagner 5 bonnes minutes, ça sera déjà pas mal. Et puis y aller étape par étape et puis garder du plaisir, et puis c'est toujours plus motivant de battre son record progressivement et garder cette dynamique de la progression, quoi. De toute façon, je pense qu'il va faire un test 3 semaines avant, il verra bien, hein, suivant son semi-marathon, s'il est capable de courir en moins de 3 heures. Là on revient sur les 20 minutes, on parle souvent de 20 minutes de footing la veille de la course. En effet, c'est lorsque vous avez fait un déplacement, vous avez fait de la voiture, des fois ça fait du bien, ou alors même traîner sur le village expo, d'aller courir ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, c'est plus psychique de dire ça y est, j'ai pris une douche, je suis bien. Ouais, je conseille d'aller courir un quart d'heure, 20 minutes la veille du marathon. D'un point de vue physiologique, ça n'apportera rien du tout. On est bien d'accord. C'est plus dans la tête et puis pour le transit, etc. Au moins, on a changé nos habitudes et on repart sur une bonne base avec un petit footing et une bonne douche. Alors, quel temps envisagé sur marathon? C'est son premier apparemment à Javrise. Il a fait le semi en 1h39, donc ça fait 3 heures.
3 heures, entre 3h35, 3h40, Ouais. ça sera déjà pas mal. 1h40, 1h40, 3h20, vous rajoutez entre un quart d'heure et 20 minutes. Moi, j'aurais dit entre 1h30, entre 3h35 et 3h40. Ouais. 3h35 et 3h40 pour toi, Jarvis. Fais attention, si tu pars en 3h30 avec les meneurs d'allure, tu risques d'être un petit peu en sur-régime. Alors, il y a Antoine qui nous demande, pourriez-vous nous parler un peu de l'affûtage avant un marathon? Alors, l'affûtage, c'est un mot qui est utilisé couramment, mais Je suis affûté. voilà, déjà par la préparation, les kilomètres, l'affûtage il se fait comme ça. On va pas, contrairement à certaines distances comme les 10 km ou alors les séances sur piste, où on va faire un travail très intensif dans les derniers temps, un travail très dur, très éprouvant. Sur marathon, à quelques jours de la course, c'est plutôt l'inverse. C'est aller vers la récupération, retrouver de la fraîcheur physique, recharger les batteries. Il est hors de question de remettre une dose d'entraînement pour ce qu'on pourrait appeler de l'affûtage. On l'a dit au début de cette vidéo, de ce chat vidéo. La dernière longue sortie, J-15, là vous allez tout essayer. Hein. Vous allez courir 2h, 2h30 avec le matériel, les gels, etc. J-15, ça y est, vous testez votre longue sortie. À J-10, votre dernière séance au seuil. Alors pour moi, c'était un 5 km, un 3 km et un 2 km. Ça faisait 10 km de volume, un 5000, un 3000, un 2000. Et après, c'est fini. Donc, J-15 la dernière longue sortie, J-10 votre dernière séance au seuil. Voilà, bah c'est pas des séances d'affûtage, c'est plutôt des séances test pour voir si c'est vraiment pour nous rassurer si on est sur la bonne voie. Alors, Fred qui s'inquiète déjà quand il va falloir relancer la machine après les ravitaillements. Si jamais entre guillemets, il y a une appréhension de pouvoir redémarrer la machine après s'être arrêté, ben, la meilleure solution, c'est pas de s'arrêter. Ça, c'est une des premières solutions. Maintenant, si tu as l'habitude de t'arrêter pour te ravitailler, ben, c'est quelque chose aussi qui se travaille en entraînement. C'est-à-dire que si tu as l'habitude, à la fin de ta séance, quand tu as les jambes qui sont lourdes, de remettre en route, bon, voilà, tu habitueras ton corps à ça, mais ça fait partie aussi des joies du marathon, ben, d'avoir du mal à repartir, notamment après le ravitaillement du 35e. Surtout quand on arrive de mémoire, on est aux abords de Longchamp, là, c'est en léger faux plat montant. La deuxième partie du marathon de Paris est un petit peu plus difficile. Hein. Ouais. Donc, mais il n'y a pas vraiment de recette magique, quoi. C'est la volonté, voilà, c'est dans la tête à ce moment-là que ça se passe, quoi. Allez, combien de temps peut-on envisager un autre marathon, raisonnablement? Bon, il y a une formule ancienne, 42 km, 42 jours de récupération pour repartir sur un plan d'entraînement. Dans l'idéal, c'est un marathon au printemps, un marathon à l'automne. Sachant qu'entre ça, vous allez faire un semi-marathon, vous allez faire un trail, etc. 2 marathons par an, c'est un grand maximum. Moi, ça m'est arrivé d'en faire 4 par an autrefois et ça s'est terminé par une tendinite d'Achille, opération de tendon d'Achille. Il y a toujours un moment, on paie l'addition. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir une fracture de fatigue. Bah oui, je tournais à 4 marathons par an à haut niveau et à un moment, le corps dit stop. Donc, allez, 2 marathons. Il y a tout un panel dans la course à pied, donc vous pouvez vous amuser aussi avec d'autres spécialités. Allez faire un petit trail aussi, je le conseille, hein, c'est sympa. Hein. Ouais. Des trails de 20, 30, 40 km. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'ultra trail non plus. Et puis, comme tu dis, là, on trouvera toujours des exemples de coureurs qui vont vous dire qu'ils vont faire 4, 5, 6 marathons dans l'année. Il y a certains qui trouvent ça même admiratif. Enfin bon, toujours pareil, toujours éviter de tomber dans les pièges et puis dans ce que certains pourraient revendiquer ou indiquer comme conseil. Dominique, t'es plus proche, t'as mis tes lunettes. Ah non, mais il y a plein de questions, ça tombe de partout entre Vincent, Clémentine, le Lensois. Le Lensois, donc allez Lens, puis-je faire mon premier marathon en surpoids, 1m78 pour 80 kg. Surpoids costaud, mais bon, c'est pas non plus. Je suppose que si tu fais ton premier marathon, c'est que tu l'as préparé, mon cher Ch'ti. Donc, naturellement, le poids étant très important, quelques kilos en moins, c'est des valises de moins à porter. C'est pas catastrophique, hein, mais tu as dû t'entraîner quand même pour faire ton marathon. Je te rejoins là-dessus, Dominique, c'est que si on envisage de prendre le départ du marathon, c'est qu'on l'a préparé. Si on l'a pas préparé, un marathon, ça s'improvise pas, voilà. Donc,
il y a deux solutions. Soit c'est comment Le Lensois. Le Lensois, tout simplement. Soit il a déjà fait la préparation, les allures se sont bien, enfin ça s'est bien déroulé, il se sent prêt. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est encore au stade de projet, bah il faut passer par le semi-marathon et puis y aller progressivement. Le poids, bah, c'est un handicap. Hein, il y a des calculs. Alors j'ai plus tout ça en tête, mais on sait que tant de kilos. 1 kilo vaut tant d'handicap en course. Ouais. Donc allez, pour toi, le Lensois, peut-être, ça va être ton premier marathon. Voilà, ça donnera ton temps de base. Ne te fixe pas de chrono, termine ton marathon. Peut-être que tu feras 4h45, 5h ou 5h15. Et grâce à ça, bah, tu vas dire, bah, le prochain coup, dans 6 mois, je perds 3-4 kilos et je vais battre mes records de 20 minutes. Là, je vois une question aussi qu'on me pose souvent. Dois-je prendre de l'Imodium avant le marathon? L'Imodium, hein, donc des gens qui auraient des problèmes digestifs, de diarrhée pendant les marathons, ça arrive. Bah justement, c'est parce que tu as peut-être mal géré ton régime hyperglucidique avant. Donc reste sur des choses simples, comme on a dit tout à l'heure. Les 3 assiettes de pâtes, c'est fini. Tu as ton malto, tu manges plus ou moins normalement. Tu ne devrais pas avoir des problèmes digestifs. Ça voudrait vraiment dire que tu as essayé des choses que tu n'as pas essayé d'habitude. Sachez que ça arrive. Donc si vraiment tu es sujet à ça, pourquoi pas prendre un Imodium. Moi personnellement, je ne le conseille pas. Mais enfin bon, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? C'est Meunier hein, qui nous pose cette question. Intérêt de prendre Imodium avant le départ pour prévenir les troubles digestifs. Comme tu dis, hein, après on n'est pas à l'abri. C'est pas parce qu'on a tout testé, que ça se passait bien à l'entraînement, on n'est pas à l'abri de maux de ventre qui peuvent être totalement indépendants des produits pris. Hein. On peut se retrouver avec une petite charge virale. Et enfin voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir. Mais logiquement, si on a bien préparé ces choses, si on a bien validé ces protocoles pour se ravitailler en course, on se met à l'abri. Au moins, on limite les risques par rapport à ça. Marathon, courir avec musique ou sans musique? Alors là, moi j'ai mon idée. Toi, tu. Ouais, mais nous, une ancienne génération, Gilles. Voilà. Pour moi, enfin après, chacun fait comme il veut, mais dans la course à pied, ce que j'adore, moi, c'est le côté convivial, l'ambiance, l'environnement. T'es vraiment ringard. Bah ouais, mettez de la musique et allez-y. Il y a de la bonne musique. Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on va voir ces jeunes filles. Il y a beaucoup plus de féminines qui vont courir avec l'iPod, etc. Pourquoi pas, nous, peut-être une autre génération. Mais en effet, pouvoir discuter avec des gens, sentir l'atmosphère, les gens qui t'encouragent, c'est un côté sympa. Mais bon, si ça peut rajeunir un peu notre peloton et courir avec de la musique, allez, pourquoi pas. Voilà. Après, en fait, tout ça pour dire c'est une affaire personnelle. Il y a ceux qui sont adeptes de courir à la musique, et puis après, il y a les anciens. Il y a Gilou, là. Gilou, il faisait du vélo. Autrefois, il faisait du vélo. Il lui demande, est-ce que je peux prendre une petite cigarette de temps en temps? Toi, tu vas lui dire non. Bah non. Vas-y, Gilou. Mais vraiment, la petite cigarette. Non, pas pendant la course. Non, pas pendant la course. Mais fumer une cigarette. Sinon, on va pas être d'accord. Non, mais voilà, on connaît tous les grands principes, mais si un jour tu as un repas de famille et tu termines par une cigarette, c'est pas ça qui va t'enlever 3 minutes sur ton marathon. Gilou, mais enfin, essaie de mettre les chances de ton côté quand même. Hein. Alors, doit-on boire plus dans les 3 jours après les cigarettes, on doit boire. Voilà. Donc, dans les 3 jours qui précèdent, ça c'est une question qui est intéressante parce que on sait que pour que la charge glucidique se fasse, il faut apporter aussi du liquide pour stocker le glycogène au niveau des muscles. Donc il faut aussi qu'il y ait un apport hydrique. Donc il est tout à fait logique que dans les 3 jours qui précèdent la course, il faille boire aussi en quantité un peu plus importante que d'habitude. Voilà. Et donc, des fois, si vous êtes vraiment en régime hyperglucidique, vous pouvez avoir 1 ou 2 kilos de plus que la normale, mais c'est une réserve d'eau. C'est-à-dire, voilà. D'habitude, je fais 62 kilos. Là, 3 jours avant, j'ai pris 2 kilos, je fais 64 kilos. Et là, une fois de plus, vous balisez un petit peu. Non, soyez sûr de vous, c'est une réserve d'eau que vous avez fait. Vous avez fait un régime hyperglucidique. Et tout ça, ça vous servira pour les 10 derniers kilomètres. Tiens, par rapport à ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, faut-il garder sa bouteille en main pour boire entre les ravitaillements? Là, regardez, avec Oversteam, il y a des bidons, des gourdes. Donc, courez avec votre gourde, courir avec une bouteille d'eau à la main, c'est pas trop l'idéal pour être relâché. On le disait tout à l'heure, la première moitié de course, c'est des économies de gestes. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure d'entraînement, de régularité, mais il y a le côté biomécanique, d'être le plus relâché possible, d'enlever tous des gestes parasites pour gagner des petits détails. Courir avec une bouteille d'eau, c'est pas l'idéal. Donc le porte-gourde, ça serait vraiment l'idéal pour lui. Et puis après, bon, entre les ravitaillements, il faut savoir à Paris, vous avez un ravitaillement tous les 5 km.
à moins qu'ils aient qu'il y ait des conditions météo, qu'il y ait une chaleur accablante. Si vous ravitaillez tous les 5 km, boire une petite gorgée d'eau ou 2 gorgées d'eau tous les 5 km, ça peut suffire, quoi. Il y a pas, voilà. Sauf si les conditions météo sont vraiment, s'il fait vraiment très très chaud, à ce moment-là, oui, peut-être. Mais sinon, en se ravitaillant tous les 5 km, ça peut suffire. Ensuite, je fais le marathon d'Annecy le 21 mars. J'ai prévu ma plus longue sortie, 2h15 ce week-end, puis 1h45, 1h30. Là, bon, on sort un peu de ce qu'on avait vu aujourd'hui, mais bon, on va répondre quand même. 2h15, c'est le grand maximum pour les sorties. Donc, au-delà, ça serait peut-être. Ça va créer une fatigue supplémentaire. Il ne faut pas oublier que derrière, si on fait la sortie longue le dimanche, ben, le mardi, mercredi, on va enchaîner avec la suite de la préparation. Donc il a un marathon dans un mois, c'est le 21 avril. Hein. Ouais. Donc 2 heures ce week-end, 1h50. Et après il descend. Voilà, oui, c'est logique. Dans la logique, c'est bien, mais pas plus de 2h15. Quoi. Ouais. Alors Jarvis qui revient, dit faut-il se strapper les pieds et tous les orteils? Bah, dis donc, t'es inquiet, Jarvis. La momie, on va l'appeler. Si t'es sujet aux ampoules, oui, pourquoi pas. Mais là, on a parlé de diététique avec Oversteam, mais en effet, il existe des chaussettes de sport, etc. Tout est fait. Maintenant, il y a un confort de course qui n'existait pas autrefois. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de se strapper les orteils. Alors, tu es au marathon des sables et tout, je dirais autrement. Hein, dans l'ultra trail, marathon des sables, alors là, il y a beaucoup d'ampoules. Au marathon de Paris, des bonnes chaussures, une bonne paire de chaussettes, ça devrait pas. À la rigueur, il existe aussi des crèmes, de marques connues aussi. Voilà, je déconseillerais le strapping. Pareil, avec l'humidité, la sueur, ça peut aussi s'entortillonner sur les orteils et faire l'effet inverse. Et puis surtout, ne pas mettre au pied la paire de chaussures que vous avez achetée la veille à Running Expo. Là, pareil, c'est une paire de chaussures que vous avez rodée pendant vos sorties, pendant votre préparation. Donc, on ne met pas du matériel neuf la veille de la course, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Parce que ça y va, hein, entre les questions des fois un peu marrantes. Quel trail pour une débutante? Là, il y a tellement pour une débutante de faire un trail sur des distances moyennes, ne pas choisir. On ne s'inscrit pas à l'UTMB, la Diagonale des Fous pour un débutant. Allez, je prends l'exemple, il y a une course que je connais bien, les gendarmes et les voleurs de temps, c'est sur 32 km, c'est vraiment courable entre guillemets, ça c'est une bonne distance. Plus, c'est un petit peu risqué. Vas-y. Vincent là qui nous demande par rapport à apparemment il utilise des bas de contention là ou des chaussettes de contention pour la course. Est-ce que c'est vraiment et pour les quadriceps. Ouais. Alors là aussi on arrive dans des extrêmes maintenant. Dans les trailers tout le monde a des manchons, hein, c'est pas des chaussettes, des manchons de contention. Alors, quelle est le part de la vérité? Est-ce que c'est mieux pour le retour veineux, le retour du sang, etc. C'est devenu une mode en trail. En marathon, course sur route, un petit peu moins. Et lui, il pousse l'extrême à mettre des manchons pour les quadriceps. C'est-à-dire, vous prenez des chaussettes rien que pour les cuisses. Voilà. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est que déjà, le retour veineux, il est facilité par la contraction musculaire. En fait, les muscles ont un rôle de contention par eux-mêmes, par leur fonctionnement. Donc, et puis, comme tu dis, les études qui ont été faites par rapport aux bénéfices ou pas de l'utilisation de ce genre de produits, à aujourd'hui, on n'a aucune certitude. C'est encore très vague tout ça. Donc, voilà, je ne veux pas trop me prononcer. Après, si c'est psychologique, si le coureur a l'impression qu'il est plus à l'aise et que c'est mieux, voilà, il ne faut pas s'en priver, quoi. Si ça ne fait pas de mal, pourquoi s'en priver? Mais maintenant, en termes d'efficacité, voilà, il y a encore des travaux à effectuer là-dessus pour savoir vraiment si ça apporte quelque chose. On voit des questions, des trucs qui traînent. On m'a parlé de jus de citron, boire du jus de citron. Je suis pas assez dans la diététique, mais bon, jus de citron, a priori, ça serait plutôt acide. Je vois pas pourquoi on prendrait du jus de citron en courant, vu l'acidité qu'il y a. N'oubliez pas, lorsque vous courez, toute votre circulation sanguine est occupée dans vos muscles, dans vos jambes. Et au niveau digestif, il n'y a plus rien qui passe. Donc, surtout, ne rajoutez pas de l'acide au système digestif parce que là, vous risquez d'avoir des problèmes, en effet. Voilà. Donc, après, toujours pareil, il faut essayer de rester. La course à pied, c'est un geste simple. C'est que le corps humain, il est fait pour courir. Après, c'est une histoire d'habitude. Il faut entraîner, il faut le préparer à ça. Mais il ne faut pas non plus trop se compliquer les choses. Et puis, une bonne préparation, une bonne hygiène. Et puis, normalement, vous devez vous présenter sur la ligne de départ dans les meilleures dispositions. Allez, un peu d'humour. Il y a Cyril67 qui me dit « Si je me laisse pousser
une petite barbichette sous la lèvre comme mon idole. Chocho, est-ce que ça va me porter chance au marathon de Paris? Oui, oui, grâce à ça, tu vas faire tes 3h20. Bravo Cyril. Et si ça savait tout. Allez, l'Alsace, c'est un Alsacien. Alors, on a encore quelques minutes pour prendre une ou deux questions supplémentaires. Vous avez eu un TFL et comment vous en êtes-vous débarrassé? Alors, le TFL. Alors, ça, c'est une irritation d'un des tendons pour situer la chose aux personnes qui ne connaissent pas ce terme-là, au niveau du genou, et très compliqué. Le syndrome de l'essuie-glace. Voilà. Et donc, ça vient frotter sur le côté du genou, là. Et là, déjà, c'est le repos, le glaçage. Pour avoir croisé pas mal de coureurs qui ont été touchés par ça, c'est variable. Il y a certains qui arrivent à se débarrasser assez rapidement, d'autres, ça prend plus de temps. Il n'y a pas vraiment de constante par rapport à ça. Tu as déjà été touché par ça? Oui, alors c'est pas grave en soi parce que c'est des problèmes de ligaments qui se frottent les uns contre les autres, donc c'est pas des tendons. Ouais. Alors moi j'ai eu ça, j'étais jeune, j'étais au bataillon de Joinville à l'armée à courir dans le sable à Fontainebleau, je n'étais pas habitué, et voilà, des appuis fuyants. Alors on attrape ça avec des chaussures usées, courir toujours sur un côté le bord de la route, mais toujours du même côté avec un pied qui porte plus que l'autre. Et ben moi j'avais carrément eu une infiltration. Alors est-ce que c'est bien de dire ça ou pas? J'ai eu une infiltration et tout de suite ça s'était gommé. Si vraiment vous n'arrivez pas à guérir grâce à des soins ostéo, à guérir votre TFL, la dernière solution, ça pourrait être une petite infiltration. Ça risque rien, hein, et qui pourrait atténuer, guérir. Mais c'est vrai que c'est embêtant et ça, il y a quelques blessures qui sont un petit peu embêtantes. Et comme quand tu parles d'infiltration, ça peut être en effet pour se mettre, se donner du confort pour le jour de la course. Mais après, bon, s'il y a vraiment une douleur, s'il y a vraiment quelque chose, on n'a rien inventé de mieux que le repos et voilà, le temps que ça se soigne et que tout rentre dans l'ordre. Là, il y a Vincent, là, il faut bien le rassurer. Lorsqu'on porte des semelles orthopédiques, doit-on enlever la semelle de propreté qu'il y a dans la chaussure? Oui. Naturellement, oui. Tu ne peux pas mettre chaussure sur chaussure. Donc, tu enlèves la semelle de propreté et tu mets tes semelles orthopédiques. Serez-vous samedi Running Expo, monsieur Dominique? C'était un petit peu notre conclusion tout à l'heure. On va tous se retrouver au Running Expo sur le stand Overseas, naturellement. Et puis on se retrouvera aussi le samedi à 14h30 au village Expo pour là aussi une conférence. Là, ça sera les derniers préparatifs avant le marathon. Donc le samedi, la veille du marathon, on se retrouve à 14h30 au village Expo. Alors, allez, des dernières questions encore. Alors, que faut-il éviter de manger une semaine avant la course? Steak frites peut-être? Ouais, voilà, ne pas tout gâcher dans la dernière semaine. Vous le savez tous, les viandes en sauce, on supprime les alcools, les cacahuètes à l'apéritif, tout plein de détails. C'est même pas des détails, c'est des choses très importantes. Donc c'est diététique, le protocole que vous connaissez tous. Les aliments aussi qui peuvent provoquer certaines fermentations, c'est les choux-fleurs. Attention au laitage également. Donc là, restez sur des aliments simples, les pâtes, du riz, du jambon, des viandes blanches. Voilà. Là, en général, vous mettez à l'abri de toute mauvaise surprise. Et puis, si pendant une semaine, votre alimentation est un peu moins équilibrée en termes de fruits et de légumes, c'est pas Allez, on revient un petit peu sur le cardio. Quelle est notre position sur le cardio? On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Dois-je l'utiliser en course? Pour moi, c'est un stress supplémentaire. Il participe au stress. Ouais. Vas-y, le jour du marathon, est-ce que tu regardes ton cardio? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai des athlètes que j'entraîne au cardio, d'autres qui s'entraînent sans cardio parce que ça les stresse et puis ils supportent pas ça. Donc là, une fois de plus, c'est par rapport à ce qui a été mis en place pendant la préparation. Si pendant la préparation, il a utilisé la fréquence cardiaque, il a utilisé son cardio et que c'est son point de repère pour travailler, il faut le prendre. Si c'est quelque chose qui le stresse et qui gère ses allures par rapport à un temps de course, un temps en kilos, il faut rester sur les schémas qu'on a mis en place pendant la préparation. Reste simple, tu regardes ton cardio de temps en temps, mais voilà. Tiens, une dernière question, voilà, ça peut aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est Franck qui pose la question, je fais 40 minutes au 10 km, qu'est-ce que je peux envisager au marathon? 40 minutes, on va être dans les 3 heures, on sera dans les 3h30 à peu près. Ouais, moi j'étais un petit peu plus, allez. Ouais. 15 à l'heure le 10 km, tu cours un semi-marathon à 14 à l'heure, tu cours un marathon à 13 à l'heure et 13 à l'heure, ça fait 3h15. Ouais, 3h30. Ouais, entre 3h15 et 3h30. Entre 3h15 et 3h30, suivant si tu es plus endurant ou pas, quoi. Voilà.
Donc, avant de vous quitter, Dominique, comme on disait tout à l'heure, on se retrouve dans maintenant une dizaine de jours à Running Expo. Donc, vous pouvez vous inscrire pour la newsletter également. Et on se retrouve tous donc le 6 avril à 14h30 à l'espace conférence qu'il y aura au Running Expo. Et pour réussir, le thème sera réussir votre marathon. Voilà. Et donc, comme tu dis, la newsletter qui est diffusée, là, c'est entre aujourd'hui et puis le marathon de Paris, vous aurez plein de conseils, les derniers conseils, vous aurez plein d'informations sur les produits adaptés à ce type d'épreuve. Enfin voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site Oversteam et puis vous abonner à la newsletter pour bénéficier de tous ces bons conseils. Et voilà, et n'hésitez pas à nous interpeller. Moi, je serai sur le village marathon dès le jeudi en fin d'après-midi. Donc voilà, je suis un peu le monsieur Oversteam. Donc venez me voir, mais que je sois sur le stand ou pas sur le stand. Toujours pour vous rassurer, mais vous inquiétez pas, les jeux sont faits. Je suis confiant pour vous. Allez, à bientôt et merci à toi Gilles. Et bonne course à tous. Toujours ravi de se retrouver pour échanger. À très bientôt.